Qu'est-ce que vous foutez là, avec ce gamin? C'est une tombe privée, pas un endroit pour mendier. Jacques Moreau aboie ces mots comme un coup de fouet. Sa voix tranchante perçant l'air humide du cimetière Père Lachaise. À 62 ans, ce magnate de l'immobilier parisien, costume impeccablement taillé et Rolex au poignet, fixe Fatima Ndiaye d'un regard chargé de mépris. Elle, 28 ans, serveuse noire d'origine sénégalaise, tremble légèrement, serrant Lucas contre elle, le garçon de 5 ans aux yeux verts, qui pleure en silence devant la pierre tombale de Pierre Moreau. Fatima ouvre la bouche pour répondre, mais Jacques la coupe net. « Ne me racontez pas d'histoire, j'ai vu des gens comme vous, venus d'ailleurs, profiter des tragédies des autres. Appelez la sécurité. » Il sort son téléphone, compose le numéro sans une seconde d'hésitation, son doigt pianotant avec une fureur contenue. Le gardien arrive en courant, alerté par l'appel, et attrape le bras de Fatima. « Madame, vous devez partir, c'est une zone familiale réservée. » Les larmes coulent donc sur les joues comptes de Fatima, mais elle redresse la tête, ses poings serrés jusqu'à ce que les ongles s'enfoncent dans sa peau. « Ce n'est pas ce que vous croyez, » commence-t-elle, voix ferme, malgré le chaos. Jacques ricane, l'interrompant encore. « Ce que je crois ? Une serveuse dans un uniforme taché, avec un enfant qui n'a rien à faire ici. Vous cherchez de l'argent, c'est clair. Sortez avant que j'appelle la police pour intrusion. » Il agite la main comme pour chasser une mouche, son ton imprégné de ce dédain qu'il réserve aux inférieurs. Ceux qui n'ont pas de pouvoir, pas de fortune, pas de peau pâle comme la sienne. Le gardien tire Fatima vers l'allée, Lucas s'accrochant à sa jupe, sanglotant plus fort. Des passants s'arrêtent, murmurent. Certains filment la scène. Jacques les ignore, son cœur battant d'une rage justifiée à ses yeux, protéger le souvenir de son fils Pierre, mort il y a 4 ans dans cet accident de voiture qui l'a brisé. Mais au fond, c'est la peur qui le pousse, peur de l'inconnu, de cette femme qui ose envahir son deuil privé. Fatima trébuche légèrement, mais ne tombe pas, son regard croisant celui de Jacques une dernière fois, un éclat de défi qui le fait frissonner sans qu'il sache pourquoi, tandis qu'elle s'éloigne, forcée, sous les yeux accusateurs, Jacques sent une pointe acérée dans sa poitrine. Pas de remords, encore, juste l'adrénaline d'une victoire rapide. Mais cette confrontation n'est dit que le début. Une étincelle qui allume un feu qu'il ne contrôle pas. Fatima Ndiaye serre les dents, ses mâchoires crispées jusqu'à la douleur, tandis qu'elle guide Lucas à travers les allées de boueuses du cimetière Père Lachaise, loin des regards accusateurs et du mépris cinglant de Jacques Moreau. Le petit garçon, ses yeux verts, encore humides, s'accroche à sa main, ses pas maladroits, trébuchant sur les graviers. « Maman, pourquoi il était méchant ?» murmure Lucas, sa voix tremblante brisant le silence. Fatima s'arrête net, s'agenouille devant lui, ignorant la pluie fine qui trempe son uniforme de serveuse. Ses doigts caressent doucement les joues de l'enfant, mais ses yeux brûlent d'une détermination farouche. « Il ne comprend pas, mon cœur. »« Pas encore, » répond-elle, chaque mot pesé comme une lame affûtée. Elle ne pleure plus. Ses larmes ont séché, remplacées par une colère contenue, une promesse silencieuse qu'elle grave dans son esprit. Dans le métro bondé qui les ramène à Belleville, Fatima reste debout, Lucas blotti contre elle, endormi malgré le vacarme. Elle fixe son reflet dans la vitre sale du wagon, son visage marqué par la fatigue de 2 emplois, serveuse le jour, femme de ménage le soir, et des nuits passées à étudier le droit dans des manuels empruntés. Mais ce n'est pas la honte de l'humiliation publique qui la ronge. Non, c'est la rage froide de savoir que Jacques l'a jugée sans la connaître, l'a réduite à une caricature, une immigrée, une opportuniste, une moins que rien. Il pense que l'argent achète tout, murmure-t-elle pour elle-même, ses poings se serrant à nouveau,
les ongles creusant des croissants dans ses paumes. Elle se souvient des mots de sa tante, professeure de droit, à Lyon. Ils sous-estiment toujours ceux qui n'ont rien. C'est leur faiblesse, Fatima. Ces mots sont son armure maintenant. Arrivée dans leur petit appartement au 5e étage sans ascenseur, Fatima borde Lucas dans son lit étroit, l'embrassant sur le front. Elle allume une lampe vacillante et sort un carnet où elle note chaque détail de l'incident. L'heure, les mots exacts de Jacques, le nom du gardien, les passants qui filmèrent. Chaque ligne est écrite avec une précision chirurgicale, comme si elle préparait un procès. Car c'est ce qu'elle fait. Depuis 4 ans, depuis la mort de Pierre, elle se prépare pour un moment comme celui-ci, même si elle n'avait pas prévu qu'il viendrait si vite, si brutalement. Elle referme le carnet, le range sous une latte du plancher, et s'assied à la table de cuisine, son regard fixé sur une photo encadrée. Elle, Pierre, et une autre femme, souriant, il y a des années. Un secret qu'elle garde précieusement, un secret que Jacques ignore. « Vous regretterez d'avoir croisé mon chemin, monsieur Moreau, » murmure-t-elle, sa voix basse mais tranchante comme une lame. Elle ne crie pas, ne tempête pas. Sa colère est un feu lent, alimenté par des années de lutte, contre les regards méprisants dans les cafés chics, contre les loyers impayés, contre un monde qui la voit comme une ombre. Elle sait que Jacques pense avoir gagné, qu'il la croit brisée, chassée comme une intruse. Mais il se trompe. Fatima n'est pas une victime. Elle est une survivante, une stratège, une femme qui a appris à transformer chaque blessure en arme. Elle attrape son téléphone, compose le numéro de sa tante à Lyon. « Tante Aïssatou, c'est moi. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Il faut qu'on parle. » Sa voix bétotée ferme, presque militaire. Alors qu'elle raccroche, Fatima jette un dernier regard à Lucas, endormi, inconscient du combat qui s'annonce. Elle sait que ce n'est pas seulement pour elle, mais pour lui, pour Pierre, pour une vérité que Jacques ne peut même pas imaginer. Dehors, la pluie continue de tomber sur Paris, mais dans ce petit appartement, un plan commence à prendre forme, une tempête silencieuse qui menace d'engloutir l'empire de Jacques Moreau. Et au cœur de cette tempête, une serveuse, une mère, une guerrière, attend son heure. Jacques Moreau claque la porte de son bureau au dernier étage de la tour Moreau Properties, au cœur de Paris. Ses pas résonnent sur le marbre, lourd comme son souffle. Il jette son pardessus sur un fauteuil en cuir, ses doigts tambourinant sur le bureau en acajou. L'image de Fatima Ndiaye, droite malgré l'humiliation, refuse de quitter son esprit. Ses yeux verts qu'ont de Lucas, identiques à ceux de son fils Pierre, le transpercent comme des éclats de verre. « Impossible », grogne-t-il, s'asseyant brutalement. Il attrape son téléphone, ouvre la vidéo qu'il a filmée au cimetière. Ses mains tremblent légèrement. Pas de peur, non, mais d'une colère qu'il ne comprend pas encore. Il fait défiler les images, ralenties sur le visage de Lucas. Ses yeux, ses maudits yeux. Ils sont ceux de Pierre, ceux des Moreau, héritage génétique qu'aucune serveuse ne pourrait falsifier. « Comment est-ce possible ?» murmure-t-il, son pouls s'accélérant. Il repasse la vidéo, zoomant sur Fatima. Elle serre l'enfant contre elle, son menton relevé, défiant son mépris. Puis, un détail le fige. Au cou de Fatima, un médaillon en argent, gravé d'un P délicat, scintille sous la pluie. Jacques defronce les sourcils. Pierre portait un médaillon similaire, un cadeau qu'il chérissait, offert par une mystérieuse petite amie dont il n'avait jamais parlé. Jacques se l'avait oublié, relégué dans un coin de sa mémoire, trop occupé à construire son empire pour écouter les confidences de son fils. Maintenant, ce P brille comme une accusation. Ses poings se serrent, ses phalanges blanchissent. « Qui es-tu, Fatima Ndiaye ?» grogne-t-il, la voix rauque. Il appelle son assistant, Victor, un homme discret aux lunettes cerclées d'acier. « Trouve-moi tout sur cette femme, tout. Adresse, emploi, passé. Je veux un dossier complet avant minuit. »
Victor hoche la tête, habitué aux ordres brutaux de Jacques, et disparaît. Jacques se lève, arpente la pièce, les gratte-ciels parisiens, s'étendant sous ses fenêtres comme un empire, à ses pieds. Mais ce soir, cet empire semble fragile. Il repense à Pierre, à leur dispute, à ces années où il n'était qu'un père absent, trop occupé à conclure des contrats douteux. Pierre avait mentionné une femme, une fois, à l'université. « Elle est différente, papa », avait-il dit, un sourire rare sur le visage. Jacques avait balayé l'idée d'un revers de main, certain que son fils méritait mieux qu'une amourette. Le doute s'insinue, acide, brûlant. Et si Fatima disait la vérité? Et si Lucas était... Non, il secoue la tête, refusant l'idée. Pourtant son cœur bat plus fort, une pointe de remords perçant sa carapace. Il a chassé Fatima comme une voleuse, sans écouter, sans réfléchir. Ces mots résonnent encore. Vous regretterez d'avoir croisé mon chemin. Pas une menace, mais une promesse, prononcée avec une assurance qui le déstabilise. Jacques, l'homme qui a écrasé des concurrents sans sourciller, sent une fissure dans son assurance. Il attrape un verre de whisky, le liquide ambré tremblant dans sa main. Il boit d'un trait, mais l'alcool ne noie pas cette sensation nouvelle, le poids d'une erreur. Victor revient à 23 heures, un dossier mince à la main. Fatima Ndiaye, 28 ans, serveuse à Belleville, immigrée sénégalaise, arrivée enfant. Pas de casier, mais elle vit dans un taudis, travaille 2 emplois, et... Victor hésite. Elle suit des cours de droit le soir. Jacques ricane, mais le son est creux. Une serveuse qui étudie le droit? C'est absurde. Pourtant, ce médaillon, ses yeux... Il referme le dossier, son regard fixé sur la ville endormie. Trouve-moi plus, tout ce qu'elle cache. Il sait qu'il a déclenché quelque chose, un engrenage qu'il ne contrôle pas. Et au fond de lui, une voix murmure qu'il a peut-être sous-estimé cette femme, cette serveuse qui, dans l'ombre, tient peut-être la clé d'un secret qu'il n'est pas prêt à affronter. Vous n'êtes qu'une tache sur ma famille, et je vais l'effacer. Jacques Moreau crache ces mots au téléphone, sa voix vibrant de rage, alors qu'il ordonne à Victor, son assistant, d'accélérer l'enquête sur Fatima Ndiaye. Assis dans sa Bentley, filant à travers les rues embouteillées de Paris, il serre le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. L'image du médaillon en argent gravé d'un P le hante, comme une écharde plantée dans son esprit. Il n'a pas dormi depuis l'incident au cimetière Père-Lachaise, 3 jours plus tôt. Les yeux verts d'un de Lucas, identiques à ceux de son fils Pierre, le narguent à chaque instant. Il a chassé Fatima, l'a humiliée, mais ce regard défiant, cette phrase « Vous regretterez », le ronge comme un acide. « Victor, où en est le dossier ?» aboie-t-il, coupant court à la réponse hésitante de son assistant. « J'ai des noms, des adresses. Elle travaille dans un café à Belleville, un taudis, 2 emplois. Pas de casier, » répond Victor, la voix tendue. Jacques ricane, mais le son est fragile, fissuré par le doute, une serveuse, une immigrée. Et pourtant, ce médaillon, ses yeux... Il ordonne à son chauffeur de changer de cap. Belleville, maintenant. La voiture pivote brutalement, provoquant un concert de klaxons. Jacques s'en moque. Il doit voir de ses propres yeux, comprendre qui est cette femme qui ose défier un homme comme lui, un titan de l'immobilier qui fait plier des maires et des juges d'un simple appel. Arrivé au café, un bouge crasseux aux vitres embuées, Jacques reste dans l'ombre, à l'arrière de la salle. Fatima, en tablier taché, jongle avec des plateaux, son sourire crispé face aux clients impatients. Ses gestes sont précis, mécaniques, mais ses yeux trahis sont une fatigue qui ne vient pas seulement du travail. Jacques observe, son pouls s'accélérant. Elle n'a rien d'une opportuniste, elle est ordinaire, trop ordinaire. Et pourtant, il remarque la façon dont elle pose une main douce sur l'épaule d'un vieux client sénégalais, lui glissant un café gratuit avec un murmure complice.
Cette humanité le dérange, le désarme. Il repense à Pierre, son fils, mort à 29 ans, dans cet accident de voiture qu'il n'a jamais vraiment élucidé. Pierre, toujours à parler d'idéaux, de justice, de cette fille à l'université qu'il aimait tant. Jacques ne l'avait ignoré, trop occupé à négocier des terrains à coups de pot de vin. « Tu méritais mieux », murmure-t-il, les mots s'échappant malgré lui. La honte commence à grignoter son orgueil. Il a jugé Fatima sans preuve, l'a traitée comme une criminelle. Et si elle disait la vérité? Et si Lucas était son petit-fils? Cette pensée le frappe comme un coup de poing, et il manque de renverser son café. Il décide de la suivre jusqu'à son immeuble, un bâtiment délabré en périphérie de Paris. Les escaliers sentent l'humidité, les murs sont fissurés. Jacques, dans son costume à 5000 €, se sent comme un intrus. Il frappe à la porte de Fatima, le cœur battant à tout rompre. Quand elle ouvre, ses yeux s'écarquillent, puis se durcissent. « Vous ici? Pourquoi? Une autre humiliation !» lance-t-elle, ses mots comme des flèches. Jacques lève les mains, tentant de calmer la tempête. J'ai peut-être agi trop vite, je veux parler. De Lucas, de Pierre. » Sa voix tremble, inhabituelle pour un homme habitué à donner des ordres, pas à s'excuser. Fatima croise les bras, son regard perçant le traversant. « Parlez? Vous m'avez traité de voleuse devant tout le monde. Vous pensez que je vais vous faire confiance ?» Jacques Stotimet sent la colère remonter, mais il la ravale. Il n'est pas là pour se battre, pas encore. « J'ai vu le médaillon, le P. Pierre en avait un. » Fatima tressaille, à peine, mais assez pour qu'il le remarque. Elle ne répond pas, mais ses doigts effleurent perle bijou à son cou. Un geste réflexe. Jacques insiste, sa voix plus douce, presque implorante. « Dites-moi la vérité. Qui êtes-vous pour mon fils ?» Fatima referme la porte à moitié, son souffle court. « Vous ne méritez pas de savoir, pas encore. » Elle claque la porte, laissant Jacques seul dans le couloir sombre. Il reste figé, les poings serrés, partagé entre la rage et une culpabilité qu'il ne peut plus ignorer. Il a sous-estimé cette femme, et maintenant, il le sait. Quelque chose de plus grand se cache derrière elle, derrière ce médaillon, derrière ses yeux verts. En redescendant l'escalier, il sent un frisson. Il n'est plus le chasseur, mais la proie d'un jeu qu'il ne comprend pas encore. « Vous voulez la vérité? Prouvez que vous la méritez. » Fatima Ndiaye lance ces mots comme un défi, rouvrant la porte de son appartement avec une violence contenue, ses yeux noirs transperçant Jacques Poggmoro, comme des dagues. Debout sur le seuil, elle bloque l'entrée, ses bras croisés serrés contre sa poitrine, refusant de reculer d'1 centimètre. Jacques, encore essoufflé par l'escalier, hésite, son arrogance fissurée par la surprise. « Je suis venu m'excuser », grogne-t-il, sa voix rauque, forcée. « J'ai agi comme un idiot au cimetière. Ce médaillon, ces yeux de Lucas, dites-moi tout. » Fatima ricane, un son sec, tranchant. « S'excuser? Avec quoi? Votre argent? Votre pouvoir? Vous m'avez traité comme une criminelle. Entrez, mais à mes conditions. » Jacques franchit le seuil, ses épaules voûtées pour la première fois, entrant dans ce monde étriqué. Une pièce unique, un lit d'enfant dans un coin, une table couverte de livres de droit. Fatima claque la porte derrière lui, verrouille, son geste comme un piège qui se referme. « Asseyez-vous », ordonne-t-elle, désignant une chaise bancale. Jacques obéit, ses mains crispées, sur ses genoux, sentant le poids de son erreur. « Je sais que j'ai été dur, injuste, mais Pierre, mon fils, il est mort sans que je sache rien de sa vie. Si Lucas est... » Fatima l'interrompt d'un geste vif, comme une gifle. « Lucas était mon fils, pas le vôtre. Pas encore. » Elle s'assied en face, ses ongles enfoncés dans le bois de la table, contenant une fureur bouillonnante. « Je m'excuse sincèrement, » reprend Jacques, sa voix plus basse, presque brisée. « J'ai jugé trop vite,
Par peur, par orgueil, laissez-moi réparer. De l'argent, une meilleure vie pour Lucas. Fatima bondit sur ses pieds, ses poings cognant la table. De l'argent? C'est tout ce que vous connaissez? Pierre me l'a dit. Vous achetez tout, même les gens. Mais Lucas n'est pas à vendre. Jacques Rome tressaille, ses lèvres tremblantes. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux être là, pour lui, pour réparer mes erreurs avec Pierre. Fatima le fixe, ses yeux sondant son âme, cherchant la faille. Puis, elle soupire, une expiration contrôlée, et se rassied. D'accord, paix temporaire, mais des conditions, pas d'argent, du temps. Venez voir Lucas jouer au parc, apprenez qui il est, et n'intervenez pas dans ma vie. Jacques hoche la tête, soulagé, mais méfiant. Accepté. Mais dites-moi, comment connaissiez-vous Pierre? Fatima hésite, ses doigts effleurant une boîte sous la table. Elle l'ouvre, en sort une lettre froissée, jaunie par le temps. Pierre m'a confié ça avant sa mort. Une lettre. Il y parle de menaces, de secrets dans votre entreprise. Ce n'était pas un accident. Jacques Deck se raidit, ses poings se serrant jusqu'à la douleur. Quoi? Impossible. Fatima pousse la lettre vers lui, ses mots comme une bombe. Lisez, votre empire cache des cadavres. Pierre savait, et quelqu'un l'a fait taire. Jacques attrape la lettre, ses mains tremblantes déchirant presque le papier. Les mots de Pierre sautent aux yeux. Trahison, pot de vin, un nom. Bernard Leclerc, son gestionnaire. Une vague de nausée le submerge. Fatima observe, son regard implacable. Paix, oui, mais la vérité viendra, et elle vous brisera si vous n'êtes pas prêt. Jacques replie la lettre, son monde chancelant. Ce n'est plus une excuse, c'est une porte ouverte sur un abîme. Et Fatima, avec cette lettre, tient la clé d'un mystère qui pourrait tout détruire. Vous fouillez dans des affaires qui ne vous regardent marum pas, et ça va vous coûter cher. Bernard Leclerc crache ses mots comme du venin, son visage ridé, tordu par une haine brute, alors qu'il confronte Jacques dans le bureau lambrissé de Moreau Properties. À 65 ans, ce gestionnaire de longue date, un parent éloigné, un homme de l'ombre avec des yeux froids comme l'acier, serre les poings, ses veines saillant sur ses mains tremblantes. Jacques, encore sous le choc de la lettre de Pierre, révélée par Fatima, se redresse brutalement de son fauteuil. « Bernard, qu'est-ce que c'est que ces menaces? Expliquez-vous » aboie-t-il, sa voix tonnant comme un coup de tonnerre. Bernard ricane, un son rauque, tranchant. Cette serveuse, cette Ndiaye, elle vous manipule, Jacques, et vous tombez dans le piège comme un idiot. Bernard s'approche, ses pas mesurés, calculés, comme un prédateur. Il attrape la lettre que Jacques tient encore, la froisse dans son poing. Pierre était faible, il fouinait où il ne fallait pas. Des contrats anciens, des arrangements, nécessaires pour l'Empire. Jacques sent une sueur froide couler le long de son dos, mais il riposte, ses doigts agrippant le bureau jusqu'à ce que le bois craque. Arrangement? Vous parlez de pot de vin? De trahison? Bernard l'interrompt d'un geste sec, comme une lame qui tranche l'air. Trahison? C'était pour survivre. En 1990, ce partenaire, le père de cette garce qui a enfanté Lucas, il voulait tout. Je l'ai évincé. Pour vous. Pour nous. Ces mots claquent, révélant une loyauté tordue, empoisonnée par des années de secrets. Jacques bondit, empoignant Bernard par le col. « Vous avez tué Pierre? Dites-le » Bernard se dégage d'une torsion violente, ses lèvres de retroussées, en un sourire carnassier. « Pas moi. Mais quelqu'un l'a fait, pour protéger l'Empire. Et maintenant, cette Fatima creuse, avec sa tante, cette prof de droit, à Lyon. Elles ont des alliés, des journalistes, des fouineurs. Il crache par terre, son dédain pour Fatima suintant comme du pu. Une immigrée qui se prend pour une justicière. Je l'ai vue au cimetière, elle et ce gamin. Ils menacent tout ce qu'on a bâti. Jacques sent la rage monter, mais aussi une peur viscérale. Bernard n'est plus un allié fidèle.
Il est un serpent, enroulé autour de son cou depuis des décennies. Bernard s'approche plus près, sa voix basse, menaçante. « Éloignez-vous d'elle, Jacques, ou je m'en occupe, comme pour Pierre. » Ces mots frappent Jacques comme un coup de poignard, confirmant l'horreur. Bernard a orchestré la mort de Pierre pour enterrer les secrets, les fraudes immobilières, les hameçonnages politiques. Jacques recule, ses poings tremblants. « Sortez, avant que je vous détruise. » Bernard rit, un éclat froid, et tourne les talons, laissant la porte claquer derrière lui. Jacques s'effondre dans son fauteuil, le souffle court, les pièces du puzzle s'assemblant dans son esprit en feu. Bernard n'est pas seulement un traître, il est Gaulle et le cœur pourri de l'Empire, prêt à tuer pour le préserver. Et Fatima, avec sa lettre, a allumé la mèche d'une conspiration bien plus vaste. Jacques sait maintenant, il doit choisir un camp avant que Bernard ne frappe à nouveau. Vous voulez la guerre, Bernard, vous l'aurez. Fatima Ndiaye murmure ces mots, ses doigts crispés sur la lettre de Pierre, alors qu'elle se tient dans un café discret de Belleville, face à sa tante Aïssatou et une journaliste, Claire Dubois. Ses yeux flamboyants, une rage froide pulsant dans ses veines. La lettre, froissée mais brûlante de vérité, mentionne des menaces contre Pierre, des contrats truqués, et un nom, Bernard Leclerc. Fatima ne tremble pas, elle agit. Il faut trouver des preuves. Maintenant, ordonne-t-elle, sa voix comme une lame affûtée. Aïssatou, professeur de droit à Lyon, hoche la tête, ses lunettes glissant sur son nez. On commence par les archives. Moreau Properties a des squelettes dans ses placards. Elles se retrouvent à la Bibliothèque nationale de France, dans une salle d'archives poussiéreuse. Fatima fouille des dossiers immobiliers des années 90, ses doigts galants courant sur des pages jaunies. Elle découvre un contrat de 1990, signé par Jacques et le père de la mère de Lucas, évincé frauduleusement. « C'est ici », siffle-t-elle, pointant une clause falsifiée. Claire, la journaliste, note frénétiquement, ses ongles tapant sur son carnet. Ça sent le pot de vin, des terrains à Paris, vendus à des politiciens véreux. Fatima sent son pouls s'accélérer. Chaque document est une arme, un clou dans le cercueil de Bernard. Elle passe au numérique. Claire, avec ses contacts dans le milieu hacker, accède à des emails archivés de Pierre, stockés sur un vieux serveur de l'université. Un message datant de 4 ans saute aux yeux. Pierre écrivait à un ami dénonçant des paiements illégaux orchestrés par Bernard pour des élus parisiens. « Il savait, » murmure Fatima, ses poings serrés jusqu'à la douleur. « Il savait, et ils l'ont tué pour ça. » Aïssatou pose une main ferme sur son épaule. « Patience, Fatima. On construit un dossier en béton. » Elle sauce contact d'un ancien employé de Moreau Properties, un vieil homme nerveux rencontré dans un bar de Montmartre. Il tremble, mais lâche un nom. Un intermédiaire de Bernard, lié à un accident de voiture suspecte, celui de Pierre. Fatima sent la vérité se rapprocher, comme un prédateur tapi dans l'ombre. Elle griffonne chaque détail dans son carnet, ses notes précises, méthodiques, fruit de nuits blanches, à étudier le droit. Elle n'est plus la serveuse que Jacques a humiliée. Elle est une justicière, tissée de patience et de fureur. Claire décroche son téléphone, contacte un collègue au journal Le Monde. « On a assez pour un article préliminaire, mais il nous faut une preuve irréfutable. Un enregistrement, un document signé. » Fatima hoche la tête, ses lèvres pincées. « Bernard cache quelque chose, chez lui, à Lyon. Je le sens. » Alors qu'elle quitte le café, Fatima jette un regard à Lucas, jouant avec un voisin dans la rue. Ses yeux verts, héritage de Pierre, la galvanisent. Elle ne se bat pas seulement pour la justice, elle se bat pour lui, pour un avenir où il ne sera pas jugé par sa peau ou son passé. Mais Bernard est un serpent, et il sait qu'elle creuse. Chaque indice trouvé est un pas vers la vérité, mais aussi vers le danger. Fatima range la lettre dans sa poche,
son souffle court. Une tempête se prépare, et elle est prête à l'affronter, coûte que coûte. Vous avez tué votre propre fils, espèce de monstre. Fatima Ndiaye hurle ces mots comme un coup de fusil, ses poings cognant la table du café lyonnais, où elle, Aïssatou et Claire se terrent. Ses yeux lancent des éclairs, la lettre de Pierre tremblant dans sa main, tandis que les pièces du puzzle s'assemblent en un tableau effroyable. Aïssatou attrape son bras, mais Fatima se dégage d'un geste violent, sa respiration saccadée. Regardez ça, le contrat de 1990, le père de Marie, la mère de Lucas, évincé par Jacques et Bernard. Marie, la fille qu'ils ont ruinée. Claire, la journaliste, blêmie, ses doigts volants sur son ordinateur. Marie Blackwood. Non, pas Blackwood. C'était la cousine éloignée de Jacques, effacée des registres familiaux après la trahison. Fatima sent son monde basculer, une nausée la submergeant comme un raz-de-marée. Marie, sa meilleure amie, morte en couche il y a 5 ans, n'était pas une anonyme. Il était une Blackwood, volée de son héritage par Jacques, qui avait falsifié des documents pour s'emparer des parts de son cousin. Pierre l'a découvert, siffle Fatima, pointant un email piraté. Il a enquêté sur les pots de vin, les terrains illégaux à Paris. Bernard l'a fait taire. Pas un accident. Un meurtre commandité. Aïssatou, les lèvres pincées, confirme d'une voix glaciale. Les preuves convergent. Un appel anonyme à un tueur à gages, tracé jusqu'à un compte offshore de Bernard. Il a engagé quelqu'un pour simuler l'accident sur la périphérique. Les mots frapperont Fatima comme des balles. Pierre, amoureux de Marie en secret, avait caché leur relation pour protéger Lucas de la fureur de Jacques. Marie, enceinte, avait confié l'enfant à Fatima sur son lit de mort, murmurant « Protège-le de cette famille pourrie ». Fatima serre les dents jusqu'à la douleur, des larmes de rage coulant sur ses joues. Jacques savait, pour Marie? Claire secoue la tête, ses ongles creusant la table. Pas tout, mais Bernard, si. Il a couvert les traces. Faux certificat de décès, pot de vin à des médecins. Lucas est l'héritier légitime, pas un bâtard. Fatima bondit sur ses pieds, ses poings martelant l'air. C'est une conspiration. Bernard a tué Pierre pour enterrer les fraudes. Hameçonnage politique, terrain volé. Et Jacques, complice aveugle. Aïssatou pose une main ferme, mais Fatima l'écarte, sa voix tonnant. Non, on a tout. Email, contrat, témoignage. Lucas mérite justice. Marie mérite justice. Claire tape furieusement sur son clavier, assemblant un dossier numérique. On publie ça, et Moreau Properties s'effondre. Mais Bernard est dangereux. Il sait qu'on fouille. Fatima s'effondre sur sa chaise, le souffle court, mais une détermination féroce durcit ses traits. Elle voit maintenant clair. Bernard, le serpent, a manipulé Jacques depuis des décennies, tuant pour préserver un empire bâti sur des mensonges. Pierre, en découvrant la vérité sur Marie et les crimes, est devenu une menace. On l'arrête, grogne Fatima, ses ongles enfoncés dans ses paumes, avant qu'il ne nous trouve. Aïssatou hoche la tête, ses yeux durs. Le prochain coup sera fatal, pour lui. La révélation les unit en une alliance implacable, mais Fatima sait que ce n'est que le début d'une chasse mortelle. Bernard attend dans l'ombre, prêt à frapper. « Vous êtes fini, Bernard. J'ai les preuves. » Fatima Ndiaye crache ses mots comme un venin mortel, se plantant devant Bernard Leclerc dans les couloirs sombres de Moreau Properties, tard dans la nuit parisienne. Ses poings serrés jusqu'à la douleur, elle brandit un dossier épais, rempli de contrats falsifiés et d'emails accablants. Bernard, les yeux injectés de sang, ricane d'un rire guttural, son corps massif bloquant la sortie. « Petite idiote, tu crois que tes papiers valent donc quelque chose contre moi ?» Il avance d'un pas lourd, sa main plongeant dans sa poche pour en sortir un couteau, l'âme scintillante sous les néons froids. Fatima recule, son cœur cognant comme un marteau, mais elle refuse de flancher. Jacques sait tout maintenant.
Marie, Pierre, les meurtres. C'est terminé. Bernard charge comme un taureau, son bras balayant l'air pour l'attraper. Fatima esquive, son dos heurtant un mur, le dossier tombant au sol dans un bruit sourd. « Tu es comme Marie, une nuisance à éliminer », grogne-t-il, sa voix rauque, emplie d'une haine viscérale. Il la saisit par le col, la plaquant contre la porte d'un bureau désert. Fatima sent l'acier froid contre sa gorge, sa respiration haletante. Pourquoi? Pour de l'argent? Pour Jacques? Siffle-t-elle, ses ongles griffant son bras. Bernard presse plus fort, ses lèvres retroussées. Pour l'Empire, Pierre fouinait comme toi, un appel, et l'accident était arrangé. Marie? Une erreur de jeunesse. Mais toi, tu vas disparaître ce soir. Fatima sent la panique monter, mais une fureur primitive la submerge. Elle enfonce son genou dans l'entrejambe de Bernard, le faisant hurler et reculer. Elle ramasse le dossier, court vers l'ascenseur, ses pas résonnant comme des coups de feu. Bernard la poursuit, boitant, son couteau brandi. « Arrête-toi, salope !» crie-t-il, attrapant son bras au dernier moment. Fatima se débat, ses coudes volants, heurtant son nez dans un craquement sinistre. Du sang gicle, mais Bernard ne lâche pas, la traînant vers une fenêtre ouverte. 20e étage, au-dessus des rues de Paris. « Tu tombes, et tout s'arrête », murmure-t-il, son souffle chaud contre son oreille. Dans un sursaut désespéré, Fatima mord son poignet, le forçant à relâcher. Elle s'élance vers les escaliers, dévalant les marches 2 à 2, son téléphone vibrant dans sa poche. Un appel d'Aïssatou. « Fatima, Claire a alerté la police », crie sa tante à l'autre bout. Mais Bernard descend derrière elle, ses pas lourds comme un jugement. Fatima trébuche sur une marche, tombe, son genou s'écorchant sur le béton. La douleur explose, mais elle se relève, boitant vers la sortie. Bernard la rattrape dans le hall, la plaquant au sol. « Fin de la partie », grogne-t-il, levant le couteau. Soudain, la porte s'ouvre, en grand. Jacques surgit, les yeux exorbités, un taser à la main. « Bernard, arrêtez !» tonne-t-il, tirant sans hésiter. Bernard convulse, s'effondre en un tas tremblant. Fatima se relève, haletante, serrant le dossier contre elle. « Il a avoué tout », murmure-t-elle, ses lèvres tremblantes. Jacques la fixe, horrifié, la réalité le frappant comme un mur. Bernard gît, inconscient, mais la menace n'est pas finie. Fatima sait que les preuves finales sont chez lui, à Lyon. Le danger pulse encore, une ombre planant sur eux. Nous devons le détruire avant qu'il ne se relève. Fatima Ndiaye siffle ces mots, son souffle court et rageur, tandis qu'elle s'appuie contre le mur du hall de Moreau Properties, les yeux fixés sur Bernard, gisant au sol, encore secoué par le taser de Jacques. Ses poings se serrent, les jointures blanchies, ignorant la douleur lancinante à son genou écorché. Jacques, haletant, range l'arme improvisée, son visage tordu par une horreur brute. Il a avoué le meurtre de Pierre. Mon Dieu, Fatima, qu'avons-nous fait? Fatima l'attrape par le col, ses ongles s'enfonçant dans le tissu. Pas le temps pour les regrets. L'évidence finale est chez lui, à Lyon. Un disque dur, des enregistrements. Tout ce qui prouve les pots de vin, les assassinats commandités. On y va, maintenant. Jacques hoche la tête, son arrogance brisée, remplacée par une détermination farouche. Ils attachent Matt Bernard avec des câbles trouvés dans un placard, le laissant inconscient pour la police que Claire a alerté. Fatima boite vers la sortie, refusant l'aide de Jacques. « Je ne suis pas faible, pas face à des monstres comme lui. » Il saute dans la Bentley de Jacques, filant vers Lyon, à travers la nuit, les phares déchirant l'obscurité comme des lames. Sur la route, Fatima appelle Aïssatou. « Tante, on arrive. Prépare tout. » Bernard cache un coffre dans sa cave. Pierre l'avait mentionné dans une note. Aïssatou, voix ferme comme l'acier, répond « Je suis prête. Des alliés attendent. Un hacker, un ex-collègue de Bernard. On le démonte pièce par pièce. » À Lyon, il s'infiltre dans la maison de Bernard,
une villa isolée au volet d'arc clos. Fatima crochette la serrure d'un geste précis, fruit de nuit à apprendre des compétences utiles pour survivre. Jacques suit, son cœur cognant. Si on se trompe, Fatima le coupe net, un doigt sur les lèvres. Pas d'erreur, Pierre était mort pour ça. Ils descendent à la cave, l'air humide collant à leur peau. Fatima force un coffre mural, ses muscles tendus jusqu'à la rupture. Dedans, un disque dur noir étiqueté « Archives privées ». Elle le branche sur un ordinateur portable apporté par Aïssatou, qui les rejoint avec Claire. Les fichiers s'ouvrent comme une boîte de Pandore. Enregistrement audio, Bernard ordonnant l'accident de Pierre, voix froide dictant à un tueur, fait-le passer pour un freinage raté. Documents scannés, contrat falsifié de 1990, pot de vin à des maires parisiens, nom de politiciens corrompus. Fatima sent une vague de nausée, mais elle serre les dents, copiant tout sur une clé USB. C'est ça, la preuve irréfutable. Meurtre, fraude, trahison. Jacques s'essouille et s'effondre contre un mur, ses poings martelant sa poitrine. « J'ai laissé ça arriver, pour l'Empire !» Fatima le relève d'une poigne ferme. « Pas le temps pour l'autopitié. On publie. » Claire envoie aux médias. Soudain, un bruit, des pas au-dessus. Bernard? Non, des complices alertés. Fatima attrape le disque, range la clé dans sa poche. « Courez !» Ils s'élancent vers la sortie, Aïssatou couvrant leur fuite avec un spray poivre improvisé. Dehors, sirène hurle. La police arrive. Fatima serre la clé contre elle, son regard dur comme le diamant. C'est fini pour lui, mais pour nous, c'est le début de la justice. Jacques la fixe, transformé. Ensemble, ils ont la preuve qui brisera l'Empire. Mais Bernard, même capturé, pourrait encore frapper depuis l'ombre. Vous êtes un assassin, Bernard, et le monde va le savoir. Fatima Ndiaye hurle ces mots comme un verdict implacable, brandissant la clé USB devant une foule de journalistes massés dans la salle de presse du Monde à Paris. Ses poings tremblent de rage contenue, ses yeux transperçant Bernard, menotté et flanqué de 2 policiers, son visage blême tordu par la fureur. Bernard se débat, ses chaînes cliquetant, crachant « Menteuse, c'est du bluff !» Mais Fatima ne flanche pas. Elle branche la clé sur un projecteur, et les enregistrements défilent sur l'écran géant. Sa voix froide, ordonnant le meurtre de Pierre, fait le taire pour de bon. La salle explose en murmures, choquée, flash crépitant comme des coups d'allume de feu. Jacques, à ses côtés, serre les mâchoires jusqu'à la douleur, ses doigts agrippant le podium. « J'ai été aveugle !» grogne-t-il, sa voix brisée. « Bernard a tué mon fils, pour couvrir nos crimes. Pot de vin, fraude. » Bernard bondit, tentant de l'atteindre, mais un policier le plaque au sol. « Traître, tu me dois tout !» rugit-il, ses veines saillant sur son cou. Fatima l'ignore, cliquant sur un fichier, contrat de falsifié de 1990, nom de politicien corrompu, preuve de l'éviction du père de Marie. Marie Blackwood, votre cousine volée. Jacques, mère de Lucas. Bernard l'a brisé, puis tué Pierre quand il a découvert la vérité. Des journalistes bondissent, questions fusant comme des balles. Preuve, arrestation. Claire Dubois, la journaliste, prend le micro. Tout est vérifié. Le Monde publie ce soir. Bernard se relève, menotté, son regard assassin, rivé sur Fatima. « Tu vas payer, salope immigrée !» crache-t-il, mais elle riposte d'un sourire froid, une lame dans la voix. « Non, c'est vous qui payez, pour Pierre, pour Marie. » Elle diffuse un enregistrement final, Bernard confessant les hameçonnages politiques, voix enregistrée secrètement par Pierre. La salle bout, policiers emmenant Bernard qui hurle des menaces incohérentes. Jacques s'avance, sa main tremblante sur l'épaule de Fatima. Je témoigne contre lui, pour Lucas. Fatima le repousse d'un geste sec. Pas pour la pitié, pour la justice.
Les flashs aveuglent, mais Fatima reste droite, ses poings serrés. Aïssatou, dans la foule, hoche la tête, fière. C'est fait, murmure-t-elle. Bernard est traîné dehors, son empire s'effondrant en direct. Fatima sent une vague de triomphe, mais aussi une pointe acérée. Ce n'est pas la fin. Jacques, brisé, murmure. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Elle le fixe, implacable. Réparer, ou tomber avec lui. La conférence s'achève en chaos, journalistes se ruant pour des scoops. Fatima sort, la clé USB en poche, son cœur battant encore. Bernard est vaincu, mais les cicatrices persistent, et Lucas attend, innocent, au cœur de cette tempête. Vous pensiez m'acheter, Jacques, la justice n'a pas de prix. Fatima Ndiaye lance ces mots comme un couperet, debout dans la salle d'audience du tribunal de Paris, ses yeux noirs fixant Bernard Leclerc, menotté, avachi sur le banc des accusés. Le verdict tombe comme un marteau, prison à vie pour meurtre, fraude et corruption. Bernard rugit, ses poings frappant la barre, mais les gendarmes le traînent hors de la salle, son hurlement s'éteignant dans le couloir. Fatima serre les dents, son cœur cognant, non pas de joie, mais d'une satisfaction froide. Chaque document, chaque nuit blanche à étudier le droit, chaque larme versée pour Pierre et Marie a conduit à ce moment. La salle se vide, journalistes griffonnant frénétiquement, mais Fatima reste immobile, son dossier de preuve à la main, comme une arme enfin déchargée. Jacques, au fond de la salle, se lève, son costume froissé, son visage marqué par des nuits sans sommeil. Il s'approche, hésitant, ses mains tremblantes. Fatima, c'est fini. Bernard paie, Elle le coupe, sa voix tranchante comme une lame. Ce n'est pas fini pour moi, ni pour Lucas. Elle brandit un document légal signé par le juge. La restitution de l'héritage volé à Marie, désormais au nom de Lucas, héritier légitime des Blackwood. Votre empire, construit sur des mensonges. Lucas récupère ce qui lui revient. Jacques vacille, ses poings serrés, mais il hoche la tête, brisé. Je ne conteste pas, je veux réparer. Les caméras dehors capturent pour la chute de Moreau Properties. Comptes gelés, actions effondrées, perquisition par l'IRS français. Jacques échappe à la prison grâce à son témoignage contre Bernard, mais son nom est souillé, son pouvoir réduit en cendres. Fatima sort du tribunal, ignorant les flashs, son menton relevé. Aïssatou l'attend, sa main chaude serrant la sienne. « Tu l'as fait, ma fille. Marie et Pierre peuvent me reposer en paix. » Fatima acquiesce, mais ses lèvres tremblent. Elle pense à Lucas, jouant dans un parc, inconscient du poids de ce triomphe. Chaque nœud de l'intrigue, les fraudes, le meurtre, la trahison, s'est dénoué, mais le coup est lourd. Bernard est en cage, Jacques humilié, et Lucas, enfin, reconnu comme héritier. Fatima range le document dans son sac, ses doigts effleurant le médaillon en argent avec le P. « C'est pour toi, Pierre », murmure-t-elle, sa voix brisée mais ferme. Elle sait que la victoire n'efface pas les cicatrices, les années de lutte, les humiliations, la perte de son ami. Mais elle a prouvé que la justice, même lente, frappe comme un éclair. Dehors, Paris bruisse sous un ciel gris, mais pour Fatima, c'est une nouvelle aube. Elle a démantelé un empire corrompu, non par la force, mais par la vérité. Et maintenant, un dernier combat l'attend. Construire un avenir pour Lucas, loin des ombres de Bernard et des erreurs de Jacques. Je ne veux pas votre pitié, Jacques. Donnez à Lucas un avenir, pas des excuses. Fatima Ndiaye crache ses mots, ses poings serrés, debout face à Jacques Moreau dans un parc parisien, où Lucas joue, inconscient, sur une balançoire. Jacques, les épaules voûtées, les yeux creusés par la honte, baisse la tête. Je sais que j'ai échoué avec Pierre. Je ne referai pas la même erreur, murmure-t-il, sa voix brisée, presque avalée par le vent. Fatima le fixe, ses lèvres pincées, son regard dur comme l'acier.
Prouvez-le, pas avec de l'argent, avec des actes. Jacques hoche la tête, ses doigts paumes et tremblants serrant une enveloppe. Je vais tout changer, promet-il. Et pour la première fois, Fatima perçoit une lueur sincère dans ses yeux. Quelques semaines après le procès, Jacques agit. Il convoque une conférence de presse devant les ruines de Moreau Properties, pitted against. « Je crée une fondation », déclare-t-il, la voix ferme, haut de journalistes abasourdis. La fondation Avenir pour tous, dotée de millions issus des actifs restants de l'entreprise, soutiendra les immigrés africains en France. Éducation, logement, droits aux légaux. Fatima, présente dans la foule, croise les bras, méfiante, mais ses poings se desserrent légèrement. Jacques annonce aussi une réforme totale des politiques gourmis de l'entreprise, éliminant les pratiques discriminatoires. C'est pour Pierre, pour Lucas, dit-il, évitant son regard. Les flashs crépitants, mais Fatima reste immobile, ses ongles enfoncés dans ses paumes, pesant sa sincérité. Plus tard, au parc, Jacques semble s'assied près de Lucas, lui offrant une glace. Le garçon rit, ses yeux verts et brillants comme ceux de Pierre. Fatima observe, son cœur serré. Jacques tend une main hésitante vers elle. « Je veux être un grand-père, pas pour effacer mes fautes, mais pour lui. » Fatima ne répond pas, mais ses épaules se relâchent. Elle le laisse approcher Lucas, surveillant chaque geste. Jacques joue, maladroit, ses mains riches inutiles face à l'innocence de l'enfant. Aïssatou, à ses côtés, murmure. Il essaie, c'est un début. Fatima hoche la tête, son visage impassible. Un début, pas une fin. Jacques passe désormais ses samedis avec Lucas, apprenant ses jeux, ses rires. Il finance une école communautaire à Belleville, où Fatima enseigne le droit aux jeunes immigrés. Lors d'une visite, il lui remet un chèque. Pas pour elle, mais pour l'école. Pour eux, dit-il. Fatima accepte, ses lèvres pincées, mais un éclat de respect brille dans ses yeux. Jacques, brisé mais renaissant, commence à comprendre. L'amour ne s'achète pas, il se construit. Fatima, elle, ne pardonne pas encore, mais elle tolère, pour Lucas. Chaque pas de Jacques est un fil tendu vers l'espoir, une promesse fragile d'un avenir meilleur. Vous pensez que l'argent efface tout, Jacques? Prouvez-moi le contraire. Fatima Ndiaye assène ces mots comme un défi final, ses poings serrés, debout sur la tombe de Pierre au cimetière Père-Lachaise, 2 ans après le procès. Lucas, maintenant 7 ans, dépose des fleurs, ses yeux verts brillants d'une innocence préservée. Jacques, vieilli, ridé par la culpabilité, s'agenouille près du garçon, sa main tremblante sur son épaule. « Je l'ai prouvé, Fatima. Regardez ce que nous avons bâti. » Fatima croise les bras, son regard perçant, mais une douceur inattendue adoucit ses traits. Elle sait, la Fondation Avenir pour tous a changé des vies, offrant bourses et logements à des immigrés comme elle, transformant Belleville en un bastion d'espoir. Lucas court vers elle, riant, une violon à la main, cadeau de Jacques, qui finance ses leçons. « Maman, grand-père m'a appris une nouvelle chanson. » Fatima s'agenouille, embrasse son front, ses doigts caressant le médaillon en argent. « C'est bien, mon cœur. » Jacques se relève, maladroit, ses poings crispés. « Je ne mérite pas ce titre, pas après Pierre. » Fatima le fixe, implacable. « Vous l'avez gagné, pas par pitié, par acte. » Elle pense aux nuits où Jacques a visité Lucas, aux histoires partagées sur Pierre, aux doux réformes qui ont purgé Moreau Properties de sa corruption. L'Empire, réduit mais honnête, sert maintenant de modèle contre la discrimination. Aïssatou arrive, un diplôme en main, celui de Fatima, avocate fraîchement diplômée. « Tu l'as fait, ma fille. » Fatima sourit, rare, ses lèvres tremblantes. Pour Marie, pour Pierre. Elles s'étreignent, Lucas entre elles, formant une famille improbable. Jacques observe, isolé mais inclus,
son cœur cognant d'un espoir fragile. Il a perdu son empire, mais gagné un petit bénéfice, une rédemption. « Je n'achèterai plus rien », murmure-t-il, ces mots comme une promesse gravée. Fatima hoche la tête. « Apprenez à aimer, c'est la leçon. » La scène se dissout en une vision, Lucas à l'école prestigieuse, jouant du violon comme son père. Fatima plaidant pour des immigrés, sa voix tonnant contre l'injustice. Jacques le visitant des centres communautaires, ses mains riches, distribuant non de l'argent, mais du temps. Aïssatou raconte des histoires familiales, tissant un héritage de force, non de richesse. Fatima, seule un soir, ouvre un journal, un article sur la fondation, saluant Jacques de pour son virage. Elle ferme les yeux, une larme coulant, pas de rage, mais de paix. « Nous avons gagné », murmure-t-elle. La morale frappe comme un coup, l'argent corrompt, mais l'amour et la vérité reconstruisent. Ne jugez pas par l'origine ou la peau, la force vient de la persévérance, de la connaissance. Fatima a prouvé que les faibles deviennent puissants, que la vengeance cède à la justice. Lucas grandira, sachant que la famille se forge par les actes, non le sang. Jacques, humble, a appris l'humilité. Tous les fils secondaires se nouent. Fatima diplômée, Aïssatou fière, Jacques racheté. Un avenir lumineux s'ouvre, où l'espoir triomphe des ombres passées. Et au cimetière, sous un ciel clair, Pierre repose enfin en paix. Cette histoire nous enseigne une vérité puissante. L'argent et le pouvoir ne peuvent jamais acheter l'amour ou la justice. Fatima Ndiaye a prouvé que la persévérance, la connaissance et la vérité triomphent toujours des préjugés et de l'arrogance. Peu importe votre origine, votre force réside dans vos actes et votre courage face à l'injustice. Et vous, avez-vous déjà affronté des jugements injustes à cause de vos racines ou de votre passé? Partagez vos histoires dans les commentaires, ci-dessous. Vos expériences nous inspirent tous. Merci d'avoir regardé, d'avoir vibré avec nous à travers ce récit. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui célèbrent la justice et l'humanité. À très bientôt.